Au toast du Nouvel An, ma mère a levé son verre et a dit, « Cette année, tu paieras le loyer de ta sœur. Elle est sous trop de stress. » Mon père a ajouté, « Si tu refuses, ne prends plus la peine de revenir ici. » J'ai souri, j'ai trinqué et j'ai dit, « Alors ceci est mon dernier toast et votre dernier chèque. » Le silence est devenu glacial dans la pièce. J'ai toujours su que j'étais le plan de secours, pas l'enfant prodige, pas la rebelle, juste celle qui empêchait les morceaux de s'éparpiller, celle sur qui il pouvait s'appuyer quand les choses devenaient inconfortables. Pendant les 8 dernières années, j'ai joué mon rôle, payé discrètement des factures qui n'étaient pas les miennes, ramasser les pots cassés après des catastrophes que je n'avais pas créées, sourire pendant les fêtes où la règle tacite était claire. J'étais là pour servir, pas pour célébrer. Et à chaque nouvel an, le schéma se répétait comme une horloge. Je me présentais habillé assez bien pour qu'ils ne se plaignent pas, mais pas assez pour attirer l'attention. Mes parents organisaient leur rassemblement annuel, famille élargie et tout le reste. Tout le monde faisait semblant d'être ravi d'être coincé dans une maison ensemble pendant 6 heures. Je faisais semblant aussi. Mais cette année était différente. Pas parce que j'avais un plan, mais parce que j'avais enfin atteint une limite. Je venais de finir le travail, épuisé, sachant qu'il s'en moquerait. J'ai franchi la porte et ma mère à peine levé les yeux avant de me tendre un plateau de verre à distribuer. Mon père a fait un commentaire sur mon retard. Emma était recroquevillée dans le coin du canapé d'angle, les yeux rivés sur son téléphone. Ma petite sœur, celle qui n'avait pas gardé un emploi plus de quelques mois depuis l'université, celle que j'avais dépannée en février dernier quand elle avait accidentellement découvert son compte de $2000. Il était passé minuit quand le champagne a été sorti. Le compte à rebours avait eu lieu. Les toasts commençaient. Ma tante partageait quelque chose de sincère sur les nouveaux départs. Et puis, comme si elle l'avait répété, ma mère a levé son verre et s'est tournée vers moi. Cette année, a-t-elle dit, tu paieras le loyer de ta sœur. Elle est sous trop de stress. Juste comme ça. Sans avertissement, sans discussion, sans explication. J'ai cligné des yeux. Je pouvais sentir chaque regard dans la pièce se diriger vers moi. Mon père a enchaîné immédiatement, « Si tu refuses, ne prends plus la peine de revenir ici. » C'était la goutte de trop. Même pas subtile. C'était comme s'ils en avaient discuté à l'avance, comme si j'étais la personne déraisonnable pour avoir besoin qu'ils le disent à voix haute. J'ai regardé Emma. Elle n'a même pas levé la tête. J'ai souri, pas parce que cela m'amusait, mais parce qu'à ce moment-là, j'ai su que c'était fini. Le rideau tombait. La dernière performance. J'ai doucement trinqué contre le verre de mon père et j'ai dit, « Alors ceci est mon dernier toast et votre dernier chèque. » Personne n'a bougé. J'ai posé mon verre sur la table basse, j'ai pris mon manteau et je suis sorti. L'air extérieur était cinglant, mais il semblait plus pur que n'importe quoi dans cette pièce. J'ai marché jusqu'à ma voiture en silence, n'entendant que mes propres pas. Personne n'est venu après moi. Mais ce qu'il ne savait pas, ce qu'il n'aurait pas pu imaginer, c'est que je préparais cette sortie depuis des mois lentement, en réglant soigneusement tous les détails. Le compte bancaire partagé auquel il m'avait lié avait été fermé discrètement il y a des semaines. Mon nom sur le bail d'Emma avait été retiré après un long et embarrassant appel au propriétaire. Ce chèque que mon père m'avait demandé d'écrire en novembre, juste pour les dépanner jusqu'à la fin du mois. Je ne l'ai jamais envoyé. L'offre d'emploi que j'avais refusée parce que ma mère avait dit, « Ne sois pas égoïste, nous avons besoin de toi ici. » J'ai rappelé l'entreprise la semaine dernière et j'ai dit que j'avais changé d'avis. Je commence dans 2 semaines dans une autre ville. Ils ne le savent pas encore. Je suis rentré chez moi, ma vraie maison, celle pour laquelle j'ai travaillé, et j'ai éteint mon téléphone. Quand je l'ai rallumé le lendemain matin, il y avait 7 appels manqués de ma mère, 2 de mon père, et un SMS d'Emma, « S'il te plaît, ne m'ignore pas. » Je ne savais pas qu'ils allaient dire ça. Et puis 5 minutes plus tard, un autre message est arrivé, « Je crois que j'ai des ennuis. Je dois te dire quelque chose. » C'est là que j'ai découvert à quel point c'était vraiment grave. Et ce n'était pas seulement une question de loyer. Loin de là. Je n'ai pas répondu tout de suite à Emma. J'avais besoin de calme. J'avais besoin d'espace. J'ai fait du café que je n'ai pas bu et je suis resté longtemps à la fenêtre à regarder le vide. La fête de la veille tournait dans ma tête comme un mauvais enregistrement. La voix de ma mère. L'ordre de mon père. Le silence d'Emma. Le tintement du verre. Mes mots, ceci est mon dernier toast et votre dernier chèque.
Je pensais que je ressentirais du soulagement ou de la liberté, mais je me sentais surtout vide. Pas de regret, pas de doute, juste une sorte d'immobilité étrange, comme si mon corps cessait enfin de se crisper après des années de tension. Quand j'ai finalement appelé Emma, elle a décroché instantanément. Pas de salut, pas de banalité. Elle est entrée directement dans le vif du sujet, j'ai déconné. J'ai vraiment déconné. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. Elle a dit qu'elle avait environ $6 000 de dette, probablement plus. Elle avait perdu le fil. Je pensais qu'elle parlerait de prêts étudiants ou de cartes de crédit, qu'elle avait été imprudente, certes, mais que c'était réparable. Mais elle a continué à parler et les mots ont commencé à déraper. Ce n'était pas du shopping. Ce n'était pas des voyages. C'était le jeu. Du poker en ligne, surtout. Ça a commencé petit, puis plus gros, puis elle a perdu, puis elle a essayé de se refaire, et a perdu encore plus. Je me suis assise à la table de la cuisine, la laissant parler. La chronologie s'est dévoilée. Elle avait arrêté de payer son loyer en octobre. Elle disait qu'elle pensait pouvoir gagner gros juste une fois, me rembourser, et que je ne saurais jamais rien. Ce loyer que je couvrais? Je supposais qu'elle travaillait à temps partiel et qu'elle avait juste un peu de mal. Chaque fois que j'abordais le sujet, mes parents coupaient court à la conversation, ne la stresse pas. Elle traverse beaucoup de choses. Tu gères la situation, n'est-ce pas? Maintenant, je comprenais pourquoi ils insistaient tant pour que je continue à payer. Ils essayaient de colmater un trou sans jamais regarder dedans. Mais alors Emma a dit quelque chose qui m'assied les jambes. Papa m'a dit la semaine dernière qu'ils allaient te demander pour le loyer. Je n'ai pas répondu. Elle a continué, je leur ai dit de ne pas le faire. Je leur ai dit que ce n'était pas bien, que je m'en occupais. Je les ai suppliés de ne pas en parler pendant le toast, mais ils ont dit que tu serais d'accord. Parce que tu le es toujours. Comme je le suis toujours. Je ne savais pas quoi dire. Pas parce que j'étais en colère, même si je l'étais, mais parce que je n'avais plus rien à donner. Pas à eux, peut-être même pas à elle. Je ne t'appelle pas pour demander de l'argent, a-t-elle dit. Je loge chez une amie en ce moment. J'ai cherché des emplois. Je prendrai n'importe quoi, réceptionniste, barista, peu importe. J'ai besoin d'aide. Pas d'argent. J'ai besoin d'un nouveau départ. Je ne veux pas qu'il soit impliqué. Cette partie m'a touché plus fort que je ne l'aurais cru. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Je n'ai rien promis. Elle a dit qu'elle comprenait, et pour une fois, je l'ai cru. Nous avons raccroché. Je suis restée assise dans le calme pendant un long moment. J'ai pensé aux 8 dernières années. Aux fois où on m'a dit non sans explication. Aux anniversaires que j'ai passés à travailler parce qu'on avait besoin de moi à la maison. À la fois où j'ai manqué le mariage de ma meilleure amie parce qu'Emma avait fait une crise et que j'étais la seule à pouvoir la calmer. À l'emploi à Seattle que j'avais refusé parce que partir détruirait ta mère. La vérité, c'est que je n'avais pas seulement atteint une limite. J'avais été enterré sous leurs attentes depuis si longtemps que j'avais oublié ce qu'était l'air. Mon téléphone a sonné à nouveau. Mon père. Je n'ai pas répondu. Puis ma mère. Puis encore, et encore. 6 appels manqués en 30 minutes. Finalement, un message vocal est arrivé. Je l'ai écouté sur haut-parleur en rinçant ma tasse de café. Tu as prouvé ce que tu voulais, Grace. Maintenant viens réparer ça. C'est tout ce qu'il a dit. Cette phrase me disait tout. Il ne voyait pas une fille, il voyait un levier, une solution, une utilité. Et il pensait toujours avoir le contrôle. Il ne savait pas que j'avais déjà signé le bail pour mon nouveau logement. Que j'avais commencé mes cartons il y a 2 semaines. Que je n'avais aucune intention de me présenter à un autre dîner de famille mis en scène. Mais peut-être. Peut-être qu'Emma n'était pas irrécupérable. Elle ne m'a pas demandé de la réparer, elle a demandé par où commencer. C'était une première. Le lendemain, je lui ai envoyé un seul mot, viens. Et j'ai commencé à faire de la place dans ma vie pour la première fois selon mes propres conditions. Emma est arrivée le lendemain soir en Uber avec une seule valise à roulettes et un sac de courses géant réutilisable rempli de chargeurs en vrac, un ordinateur portable, quelques bijoux emmêlés et ce qui ressemblait à tous les snacks de son garde-manger. Elle avait mauvaise mine pâle, épuisée, trop silencieuse. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste ouvert la porte plus grand et je l'ai laissée entrer.
Elle a posé ses affaires doucement, comme si elle n'était pas sûre d'être vraiment la bienvenue. Je peux dormir sur le canapé, a-t-elle dit. J'ai désigné la deuxième chambre. Elle est à toi jusqu'à ce que tu trouves une solution. Elle n'a pas pleuré. Elle ne s'est pas effondrée. Elle a juste hoché la tête, a porté ses affaires à l'intérieur et n'est pas ressortie pendant un moment. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle change de vie du jour au lendemain, mais j'ai été surprise par la rapidité avec laquelle elle a commencé à essayer. Elle a passé les 2 jours suivants à la table de la salle à manger avec son ordinateur ouvert, envoyant des CV, appelant d'anciens camarades de classe, cherchant des petits boulots. Elle n'a rien demandé, pas d'argent, pas de transport, pas de conseils, et je n'ai pas insisté. Au 3e jour, elle avait décroché un entretien dans un cabinet dentaire pour un poste de réceptionniste. Rien de grand, pas d'avantages sociaux, mais c'était un début. Et elle était fière d'elle. Je pouvais le voir, même si elle ne le disait pas à voix haute. Le problème n'était pas elle, c'était le bruit venant de l'extérieur. Cette semaine-là, la pression a commencé. D'abord, un SMS de mon père, juste 5 mots, nous devons parler maintenant. Puis un de ma mère, tu as prouvé ce que tu voulais. Ça suffit. Puis une série de messages vocaux. Je ne les ai pas écoutés. Je n'en avais pas besoin, je connaissais le scénario. Ils étaient passés du choc à la fureur, et quand cela n'a pas fonctionné, ils sont passés à la culpabilité. Mon préféré était l'email de groupe qu'ils nous ont envoyé à moi, Emma et ma tante. Objet, affaire de famille. Message, nous sommes déçus. Nous avons le cœur brisé, mais nous sommes toujours vos parents. Nous attendons mieux. Pas d'excuses, pas de remise en question, juste leur version habituelle de la déception, une arme déguisée en amour. Mais le pire est venu ensuite. Quand ils ont réalisé que je ne répondais pas, ils ont commencé à cibler Emma. Elle est rentrée du travail un soir, son 2e jour au nouvel emploi, et a jeté son téléphone sur le canapé. Ils veulent que je revienne. Ils disent qu'ils me pardonneront si je quitte ton appartement. Qu'ils effaceront ma dette si j'accepte un suivi avec le groupe paroissial de maman. Elle m'a regardé. Ils ont dit que tu m'avais rempli la tête de bêtises. Que tu es jalouse de moi. Que tu veux que je sois dépendante pour que tu puisses te sentir mieux dans ta propre vie. Cela aurait été risible si ce n'était pas si familier. Il réécrivait toujours l'histoire quand il commençait à perdre le contrôle. Je l'avais déjà vu avec d'anciens amis qu'ils avaient repoussés, avec notre oncle qui avait refusé de co-signer un prêt, même avec ma tante qui n'avait pas été invitée à la fête de l'Action de grâce depuis 3 ans après avoir dit à ma mère qu'elle avait besoin d'une thérapie. Ils ne vont pas s'arrêter, a dit Emma. N'est-ce pas? Non. Pas tant que tu ne cesseras pas de les écouter. Elle a hoché la tête lentement et a bloqué leur numéro. C'était le premier moment où j'ai vraiment cru qu'elle voulait s'en sortir, pas seulement de la dette ou de la culpabilité, mais de. Le lendemain, je l'ai emmenée faire les magasins. Rien de luxueux, juste quelques basiques pour le travail, des pantalons à sa taille, des chemisiers qui ne semblaient pas sortir des bacs de solde. Elle a essayé de protester dans le magasin, disant qu'elle me rembourserait. Je lui ai dit de se taire et de choisir une couleur qu'elle aimait. Pendant ce temps, je gardais la porte verrouillée. J'ignorais chaque appel, chaque email, chaque message soigneusement rédigé pour me faire passer pour la méchante de ma propre vie. Jusqu'à jeudi soir. À 23h12, on a frappé fort et frénétiquement à la porte d'entrée. Pas le genre poli. Le genre qui vous noue l'estomac. J'ai regardé par le Judas, mon père. Je n'ai pas ouvert. Il est resté là pendant 2 minutes pleines. Puis il s'est penché tout près de la porte. Tu l'as ruinée, a-t-il dit. Elle était faible avant, mais au moins elle nous aimait. Tu l'as empoisonnée, et tu le regretteras. Puis il est parti. J'ai éteint la lumière du porche. À l'intérieur, Emma était assise sur le bord du lit dans le noir. Elle avait tout entendu. Est-ce que tu penses qu'ils nous ont déjà aimés, a-t-elle demandé. Enfin, de la manière dont ils étaient censés le faire? Je me suis assise à côté d'elle. Je pense qu'ils aimaient ce que nous faisions pour eux. Elle a hoché la tête. Je ne veux pas être comme eux. Tu ne le seras pas. Le silence s'est étiré entre nous. Pas inconfortable, juste vrai. J'ai réalisé pour la première fois que nous étions enfin du même côté. Et j'avais fini de la sauver, parce que maintenant, elle sortait du trou par elle-même. Les choses se sont calmées après cela. Pas un calme paisible, mais le genre qui semble mis en scène.
Emma a pris ses marques plus vite que je ne l'espérais, levé tôt, retour à la maison, elle a arrêté de scroller sans fin le soir et a commencé à se coucher avant minuit. Elle ne parlait plus beaucoup du jeu, mais je pouvais dire que c'était toujours là, dans un coin de sa tête. Elle a commencé à noter ses dépenses dans un carnet qu'elle gardait sur le comptoir de la cuisine. Chaque dollar entrant, chaque dollar sortant. Pas de drame, pas de commentaires. Je ne la surveillais pas. Je ne lui demandais pas comment elle se sentait. Je me disais que si je la traitais comme si elle était capable, peut-être commencerait-elle à y croire elle-même. Pendant presque 2 semaines, mes parents sont restés silencieux. Pas d'appel, pas de SMS, pas de mail surprise avec des objets comme famille ou urgent. Je n'avais pas confiance une seconde. Ils ne restaient jamais silencieux à moins de préparer quelque chose. Je ne m'attendais simplement pas à ce que le coup suivant vienne de mon travail. J'ai été convoqué à une réunion avec les RH un mardi après-midi. 2 personnes que je connaissais à peine, sourire poli, langage neutre. Ils ont dit qu'une inquiétude avait été soulevée. Anonyme. Quelqu'un affirmait que j'exploitais financièrement un membre vulnérable de ma famille et que cela pouvait affecter mes performances. J'ai failli rire. Presque. J'ai demandé quelles preuves ils avaient. Ils ont dit aucune, juste un signalement, ils devaient suivre le protocole. J'ai expliqué la situation aussi proprement que possible sans traîner toute mon enfance dans une salle de conférence. Mon manager m'a soutenu immédiatement. Mes états de service parlaient d'eux-mêmes. La réunion s'est terminée par des excuses et de vagues assurances, mais le message était clair, il s'attaquait maintenant à ma stabilité. Quand je l'ai dit à Emma, je m'attendais à ce qu'elle panique. Au lieu de cela, elle est restée assise un instant, puis a dit, « Ils essaient de t'effrayer pour que tu rentres dans le rang. Ils ne peuvent pas m'obliger à déménager. Ils ne peuvent pas m'obliger à payer. Alors, ils s'en prennent à la chose dont ils pensent que tu te soucies le plus. » J'ai hoché la tête. Mon travail. Leur levier a-t-elle corrigé? Ils pensent qu'ils en ont encore un. Ce soir-là, ma tante m'a envoyé un SMS. Pas une prise de nouvelles banales, une demande directe, pouvons-nous nous voir? Juste toi et Emma. Je pense que vous devriez entendre ceci en personne. Nous l'avons retrouvée dans un restaurant au bord de l'autoroute, un de ces endroits avec des menus plastifiés et du mauvais café. Elle avait l'air fatiguée, plus vieille que la dernière fois que je l'avais vue. Elle n'a pas commandé de nourriture. Elle a d'abord fait glisser son téléphone sur la table, ouvert sur une application de notes, une liste de dates et de montants en dollars. Des prêts, des cadeaux, de l'aide d'urgence. Tout vient de différents membres de la famille. Tout vient de ta mère, a-t-elle dit. Au cours des 3 dernières années. Emma s'est penchée. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais demandé d'argent à personne d'autre. C'est parce qu'elle racontait une histoire différente à tout le monde, a dit ma tante. Pour moi, c'était toi qui faisais une dépression. Pour ton cousin, c'était des factures médicales. Pour grand-mère, c'était l'entreprise de ton père qui coulait. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Ma tante a fouillé dans son sac et a sorti une clé USB. Elle a essayé d'ouvrir une carte de crédit au nom d'Emma le mois dernier. Elle a utilisé mon numéro comme référence. C'est là que j'ai commencé à poser des questions. Emma est devenue totalement immobile. J'ai commencé à enregistrer les appels après cela, a continué ma tante, juste au cas où. Elle a poussé la clé USB vers moi. Tu pourrais en avoir besoin. Je ne l'ai pas encore branchée. Je n'en avais pas besoin, je la croyais. Elle panique, a dit ma tante. Et quand elle panique, elle devient imprudente. J'ai posé la question qui me brûlait les lèvres depuis le début. Est-ce que grand-mère sait? Ma tante a souri, lentement et de façon tranchante. Elle sait maintenant, et elle n'est pas contente. Apparemment, grand-mère avait déjà invité tout le monde à un dîner de famille dans 2 semaines. Elle l'avait présenté comme une réconciliation, nouveau départ, nouvelle année, nouvelle énergie. Mes parents pensaient que c'était leur chance de tout remettre en ordre, de réinitialiser le récit et de me remettre à ma place. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que grand-mère avait posé des questions discrètement, appelant les gens individuellement, recoupant les histoires, trouvant les failles. Sur le chemin du retour, Emma regardait par la fenêtre. Ils m'ont dit que tu étais égoïste, a-t-elle dit. Que tu ne te souciais de la famille que si cela te profitait. Je n'ai pas répondu. Ils m'ont dit que tu m'abandonnerais dès que je deviendrais encombrante. J'ai serré le volant plus fort. Et je les ai crus, a-t-elle ajouté,
jusqu'à maintenant. Nous sommes restés silencieuses avec cela pendant un moment. Ils n'avaient pas seulement compté sur moi, ils avaient activement empoisonné sa vision de moi. Ils nous avaient gardés divisés, me gardant responsable et elle dépendante. Mais le scénario se fissurait. Et pour la première fois, ce n'était pas eux qui contrôlaient la situation. Ils ne le savaient pas encore, mais la réunion sur laquelle ils comptaient allait se transformer en quelque chose de totalement différent. Et cette fois, je n'allais pas partir plus tôt. Je n'ai pas répondu à l'invitation. C'était intentionnel. Je savais qu'ils s'y attendaient. Je savais qu'ils attendaient un refus dramatique ou un appel téléphonique chargé de culpabilité où je dirais que je ne pouvais pas venir tout en leur souhaitant le meilleur. Mais je ne leur ai rien donné. Le silence est la seule langue que les gens comme eux ne savent pas traduire. Emma m'a demandé 5 fois si j'étais sûr que nous devions y aller. Oh, j'en étais sûr. Le dîner était prévu chez grand-mère, ce qui était déjà un rebondissement. Ma mère détestait recevoir ailleurs que chez elle, elle voulait toujours contrôler la nourriture, l'éclairage, le récit. Mais grand-mère avait insisté, et quand grand-mère insistait, les choses se faisaient. Nous sommes arrivés avec 10 minutes de retard, juste assez de temps pour qu'ils scrutent l'allée. Quand nous sommes entrés, tout s'est arrêté pendant une seconde. On pouvait sentir le changement. Ma mère s'est levée trop vite. Mon père avait l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. Emma m'a pris le poignet et l'a serré très légèrement. Et puis nous sommes entrés comme si rien n'était cassé. Grand-mère nous a accueillis comme pour un dîner dominical normal. Elle m'a serré dans ses bras, elle a serré Emma plus longtemps. Ma tante était déjà dans la cuisine à servir des boissons comme si elle s'était préparée pour ce moment toute sa vie. Tout le monde était là, les cousins, les oncles, même l'ami de la famille qui avait un jour prêté $5000 à mon père qu'il n'avait jamais remboursé. Des gens qui n'étaient pas venus depuis des années. Des gens qui avaient recommencé à répondre aux SMS de groupe de grand-mère. Le dîner a commencé de façon raide. Conversation légère, trop de rires forcés. On pouvait sentir la tension derrière chaque sourire. Emma est restée principalement silencieuse. J'ai interrogé ma cousine sur son nouvel emploi et je n'ai absolument pas croisé le regard de ma mère. C'est ma grand-mère qui a finalement brisé la mise en scène. Elle a doucement tapé sa fourchette contre son verre et s'est levée. Pas de discours, pas de préambule. Je veux parler des mensonges. On pouvait sentir chaque muscle dans la pièce se figer. Elle a commencé par sa propre histoire, comment on lui avait dit que j'étais instable, qu'Emma partait à la dérive, que la famille avait besoin d'une aide urgente et qu'elle ne devait pas poser trop de questions. Que toute résistance était une trahison. Puis elle m'a regardé. Je l'ai cru. J'en ai honte. Ma mère a essayé de l'interrompre. Grand-mère a levé la main. Puis elle s'est tournée vers mon père. Tu m'as dit que Grace avait ruiné votre famille. Tu m'as dit qu'elle avait emmené Emma et l'avait retournée contre vous. Mais j'ai écouté les enregistrements. J'ai lu les messages, et j'ai parlé à tous ceux à qui vous avez emprunté de l'argent. Silence de mort. Ma mère était pâle. Mon père a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Tu as utilisé le nom de ta fille pour demander une carte de crédit, a dit grand-mère. Et puis tu as dit à Emma qu'elle te devait de la loyauté. Puis elle a fait un geste vers la table. J'ai invité tout le monde ici parce que je voulais qu'ils entendent la vérité. Plus de chuchotements dans le dos. Plus de manipulation en tête-à-tête. Tout le monde entend tout ce soir. La pièce a éclaté. Après cela, ma tante a pris la parole. Elle a raconté toute l'histoire, la clé USB, les messages, les appels. Ma cousine a ajouté sa part, l'argent qu'elle avait donné, les promesses faites et non tenues. Un par un, les gens ont commencé à s'exprimer de petites histoires qui dressaient un tableau très vaste. Emma restait parfaitement immobile à côté de moi. Elle ne pleurait pas. Elle ne tressaillait pas. Elle écoutait. Quand ce fut fini, je me suis levé. Je n'avais pas prévu de dire quoi que ce soit, mais le moment s'y prêtait. Je n'ai pas quitté la famille, ai-je dit. J'ai quitté un rôle que je n'ai jamais accepté de jouer. Personne n'a applaudi. Personne n'en avait besoin. Ma mère a fini par parler, j'essayais juste de maintenir les choses ensemble. Grand-mère a secoué la tête. Non, tu essayais de les garder sous silence. Il n'y a pas eu de cri, pas de porte claquée, juste un long et douloureux dénouement de quelque chose qui avait été bâti sur des mensonges pendant des années. Emma et moi sommes partis tôt, mais pas en silence. Cette fois,
nous avons embrassé les gens. Nous avons dit au revoir. Nous avons fait des projets des vrais. Et les gens nous regardaient différemment. Pas comme des problèmes, des énigmes ou des menaces. Juste des personnes. Sur le chemin du retour, Emma regardait par la fenêtre. Ils ne vont pas s'arrêter, a-t-elle dit doucement. Même après ça. Non, ai-je acquiescé. Mais ils n'ont plus le contrôle. Elle a hoché la tête lentement. J'ai été payé aujourd'hui. Cela m'a fait jeter un coup d'œil vers elle. Et j'ai fait le dernier paiement sur ma carte de crédit, a-t-elle ajouté. Je ne suis plus dans le rouge. Je me suis garé sur le côté et je l'ai regardé. Elle souriait. J'ai aussi commencé un blog, a-t-elle dit, sur le rétablissement, l'argent et la reconstruction. C'est anonyme, mais j'ai 300 abonnés. L'un d'eux est un thérapeute qui m'a demandé si j'envisagerais de faire un article invité. J'ai cligné des yeux. Tu fais vraiment ça? Ouais, a-t-elle dit. Je crois bien. Je n'ai rien dit. J'ai simplement recommencé à conduire. Pour la première fois depuis des années, la route devant moi semblait vraiment être la mienne. Mise à jour finale, 6 mois plus tard nous avons été réinvités. Même maison, même haute grand-mère encore. Cette fois, c'était présenté comme une célébration. Pas de vagues promesses de réconciliation. Pas de mines émotionnelles déguisées en simple dîner. Le message était clair, Emma a quelque chose à partager. Venez si vous voulez écouter. Nous sommes venus. Bien sûr que nous sommes venus. La différence cette fois, c'est que nous n'étions pas nerveuses. Nous n'entrions pas en territoire ennemi. Nous ne nous préparions pas à l'impact. Emma avait sa propre voiture maintenant, une vieille citadine achetée en liquide. Elle l'a garée devant la maison comme un trophée. Elle a monté les marches avec des chaussures propres et un chemisier bleu marine qu'elle avait repassé le matin même. Je n'ai pas eu à lui dire qu'elle était belle, elle le savait déjà. À l'intérieur, la famille était déjà réunie. Mes parents étaient là aussi, assis avec raideur au bout du canapé comme des invités à un mariage où ils ne savaient pas de quel côté ils se trouvaient. Grand-mère nous a embrassés toutes les deux calmes, chaleureuses, inébranlables. Le dîner a été plus court cette fois. Moins de tension, moins de regards fuyants. Ma tante a apporté le dessert de la boulangerie où Emma travaillait, celle qu'il avait licenciée quand son crédit avait chuté. De petits moments de boucle bouclée étaient partout. Quand nous avons fini de manger, grand-mère s'est raclé la gorge. Emma a quelque chose qu'elle veut vous dire. Emma s'est levée sans nervosité, sans maladresse, juste calme. Je voulais dire merci, a-t-elle commencé, aux personnes qui ont cru en moi quand je n'y croyais pas. Et à ceux qui n'ont pas cru en moi, merci aussi. Vous m'avez donné une raison de faire mes preuves. Personne n'a bougé. Elle a sorti une feuille de papier pliée de son sac. J'ai remboursé la dernière de mes dettes il y a 2 semaines. Chaque centime. Pas de sauvetage, pas de raccourci. Cela a pris tous mes chèques de paie, quelques petits boulots, et quelques nuits où j'ai cru que je n'y arriverais pas. Puis elle a souri. J'ai aussi signé un bail. Mon propre appartement. Au moins pour l'instant. Rien d'extraordinaire, mais c'est à moi. Toujours, personne ne bougeait. Et le blog que j'ai commencé sur le remboursement des dettes et la reprise en main de sa vie vient de dépasser les 3000 abonnés. Quelqu'un d'une plateforme de bien-être financier m'a demandé si je serais intéressé pour en faire une chronique. J'ai jeté un coup d'œil dans la pièce. Ma mère avait l'air d'avoir avalé du verre. Mon père fixait simplement la table. Emma ne les regardait pas. Elle regardait grand-mère, notre tante, nos cousins, moi. Je ne demande pas d'applaudissements, a-t-elle dit. Je voulais juste vous faire savoir que je vais bien maintenant. Et j'en suis arrivé là parce que quelqu'un a enfin arrêté de me sauver et m'a juste donné ma chance. Ce quelqu'un, bien sûr, c'était moi, mais elle n'avait pas besoin de le dire. Après, les gens sont venus un par un. Des merci discrets, quelques embrassades, quelques tentatives maladroites de parents essayant de trouver les bons mots. Ma mère s'est approchée en dernier. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas supplié. Elle a juste regardé Emma, puis moi. J'avais tort, a-t-elle dit. Puis elle est partie. Mon père a hoché la tête une fois, comme si c'était le mieux qu'il puisse faire. Et c'était très bien ainsi. Je n'avais pas besoin de feu d'artifice. Je n'avais pas besoin qu'il s'effondre ou s'excuse avec de longs monologues. Le changement avait déjà eu lieu. Le pouvoir avait déjà changé de main.
Plus tard, de retour chez moi, Emma était dans la cuisine pendant que je préparais du thé. Elle regardait autour d'elle comme si elle voyait l'endroit pour la première fois. Je pense que je vais m'en sortir, a-t-elle dit. Tu t'en sors déjà. Elle a souri d'un air malicieux. Tu penses parfois à quel point cette nuit-là était folle? Le toast, le silence. Tu t'es juste levé et tu as tout fait sauter. Je n'ai pas tout fait sauter, ai-je dit. J'ai juste arrêté de tout porter. Elle y a réfléchi, puis a hoché la tête. Cette nuit-là a été la pire chose qu'ils auraient pu faire, a-t-elle dit, et la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Pareil pour moi. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment après cela. Pas le genre de silence pesant, juste le bon. Celui qui vient quand la guerre est finie et que vous êtes enfin assise dans votre propre maison sans le poids de personne d'autre sur votre dos. Ce toast du nouvel an, il a tout brisé. Mais peut-être que c'est ce qui devait arriver. Certaines choses ont besoin de voler en éclats avant que l'on ne réalise qu'elles n'avaient jamais été construites correctement au départ.